Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Amateur de montres. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma Tudor Black Bay. C'est la 41 mm noire, donc ce n'est pas la Black Bay 58. C'est la Black Bay noire avec le mouvement de chez Tudor. Comme sur la dernière vidéo, je vais vous parler un petit peu du contexte d'achat, etc. de cette montre. Je vais vous faire la liste des avantages et la liste des inconvénients avant de conclure sur cette montre. Alors, je l'ai acheté en février 2021, donc il y a à peu près un mois et demi, presque deux. Pour vous reparler un petit peu de cet achat, parce que bon, c'est une montre qui a un certain coût, qu'on n'achète pas en général de façon sur un coup de tête, à moins d'être vraiment très riche et de pas trop compter son argent, mais pour le commun des mortels, et moi j'en fais partie, c'est un achat qui demande quand même un petit peu de réflexion, parce que la passion c'est bien sympa, mais le banquier c'en est une autre, et le banquier vous rappelle souvent à la raison. Au début de l'année 2021, donc tout le mois de janvier, j'ai réfléchi pour acheter une nouvelle montre. À l'époque, je souhaitais monter en gamme par rapport au monde que j'avais avant. C'est-à-dire que, vous le savez, les deux dernières que j'avais achetées à l'époque, c'était mes deux Seiko qui souffraient effectivement de problèmes de précision. Avant ça, j'avais acheté une Yema et encore avant, une Hamilton. J'étais satisfait de la précision de la Yema et de la Hamilton et je voulais une montre plus haut de gamme que toutes ces montres-là et dans un budget, on va dire, de entre 1500 et 2000 euros. Et entre 1500 et 2000 euros, j'ai vu qu'il y avait pas mal de Oris. Voilà, la marque qui me plaît beaucoup. Par contre, c'est vrai que chez Oris, malheureusement, c'est des mouvements SW200. Alors, c'est pas un mauvais mouvement en soi, mais j'avais besoin de nouveautés parce que dans ma Yema, j'avais déjà un mouvement SW200. Donc, malheureusement, entre 1500 et 2000 euros, il était très compliqué d'avoir une réelle upgrade par rapport au monde que j'avais en termes de mouvement en fait. Chez Seiko, en réalité, à ces prix-là, tu as encore du 6R35. Et donc voilà, puis j'avais envie de changer de marque un petit peu, de revenir en Europe pour le coup, pour cet achat. Donc voilà, c'était très compliqué entre 1500 et 2000 euros. Bon, ensuite je me suis dit, bon, écoutez, pourquoi pas franchir le pas carrément des 3000 euros. Alors à 3000 euros, il y avait une montre qui me plaisait bien, c'était la Oris Calibre 400, leur nouveau calibre. Et puis j'ai vu des retours comme quoi il y avait beaucoup de soucis au niveau de ce calibre par rapport à quand vous réglez l'heure. Voilà, il y a des sauts de minutes quand vous tirez la couronne en position de réglage de l'heure, ce qui est, je trouve, très très embêtant. Donc voilà, j'ai hésité avec la Calibre 400 d'Oris et puis non, non. Et puis, à l'époque où j'avais acheté la Yema, déjà j'avais vu la Tudor Black Bay. Déjà la Tudor Black Bay à cette époque me faisait de l'œil. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas? J'avais mis l'argent de côté, j'avais fait une petite cagnotte l'année dernière justement pour acheter ce genre de montre. Je me suis dit, mais écoutez, alors au début je me suis dit peut-être à la fin de l'année je vais acheter des montres plus petites en attendant. Et puis voilà, je l'ai énormément regardé, j'ai énormément étudié le modèle, j'ai énormément étudié la marque. Et réellement, le côté fiabilité, le côté précision, qui est vraiment, euh, qui est vraiment bien démontré par les acheteurs, par tous les retours qu'il y a, etc. Ça m'a plu et j'ai effectivement craqué pour la Black Bay. Alors là, une nouvelle fois, une hésitation, c'était quel modèle de Black Bay? Je vous avouerai qu'à l'origine, j'avais craqué en photo sur la Black Bay 58 Navy Blue. Et puis voilà, j'étais parti pour aller acheter celle-ci sans l'avoir jamais vue à la boutique à Bordeaux. Et puis arrivé à la boutique, très bien reçu, tout ça. Je dis que j'avais envie d'acheter une montre. Par contre, voilà, j'avais besoin de les essayer parce que je savais pas encore quel modèle. Donc j'ai essayé les différentes Black Bay. Et puis il s'avère que la vendeuse me dit que voilà, pour elle, elle pense que le 41 mm me va mieux, hein. C'est vrai que la 39 mm, elle est plus massive hein, que la Yema, même la 39.
Elle a des cornes qui sont plus... Enfin, je sais pas, elle a une carrure plus massive que la Yema. Mais c'est vrai qu'on avait un peu... Pas forcément l'impression d'avoir la même chose, mais je trouve que ça changeait pas assez moi non plus. Donc j'étais assez d'accord avec la vendeuse pour le coup quand elle me disait que c'était peut-être un peu trop petit par rapport à ma carrure, etc. De plus, en photo, je préfère toujours les montres bleues. Et puis là, dans la boutique, bon, en plus, il y a ma copine qui préfère les montres noires, mais qui était là. Et donc ça a joué peut-être aussi. Mais il est vrai que sur le poignet, je trouve que la version noire a plus de charme que la bleue. Du coup, au final, j'étais parti pour la 39 mm en bleu et je suis reparti avec la 41 mm en noir. Comme quoi, toujours très important, surtout sur des sommes comme ça. Après voilà, chacun, ça dépend de ses moyens, mais pour moi, ça représente une grosse somme. Euh, c'est très important d'aller essayer les montres en boutique. Vraiment, votre avis peut changer. J'ai pas essayé les rouges, par contre, étonnamment. Euh, voilà, la noire m'a tout de suite sauté aux yeux. J'ai trouvé que c'était le modèle le plus intemporel, etc. Enfin, c'est celui qui m'allait le mieux. Donc j'ai craqué pour la noire. Voilà pour ce qui est du contexte. Un autre point à noter, c'est une montre au niveau du temps que je la porte. C'est une montre que je ne porte que le week-end et le soir. J'ai cette petite manie quand j'arrive après le boulot de poser la montre que je porte la journée et de prendre celle-ci. Et le week-end aussi, voilà. Maintenant, tous les week-ends, en fait, je porte cette montre. Voilà. On va pouvoir maintenant passer aux avantages. Alors, les avantages. Premier avantage qui est pas très factuel, hein, c'est l'histoire et la symbolique un petit peu. J'aime beaucoup l'histoire des plongeuses de chez Tudor. Elles sont, aux yeux du grand public, dans l'ombre des plongeuses de chez Rolex. Il y a un côté un petit peu star chez Rolex, et un petit peu côté plus ouvrier chez Tudor. Je vous dis ça parce que Rolex a toujours été associé aux exploits vraiment, aux exploits retentissants, l'Everest, la fosse des Mariannes, voilà, la traversée de la Manche, voilà, des exploits vraiment uniques, vraiment très très parlants, qui sont des exploits bien sûr, hein. Et Tudor, c'est plus, depuis le début dans leur marketing, une marque qui est plus proche des gens pas normaux, j'ai envie de dire, mais plus classiques, c'est-à-dire les ouvriers. Typiquement, Tudor avait une pub, je crois, dans les années 40 ou 30 même, sur une montre qui était mise au poignet des ouvriers dans les mines avec les marteaux-piqueurs, etc. Alors c'est, d'après moi, tout aussi respectable que les immenses exploits réalisés. Alors, c'est pas aussi impressionnant que les exploits, mais je veux dire, pour une montre, c'est tout aussi dur, je pense, d'être au poignet d'une montre, d'être au poignet de quelqu'un qui travaille dans une mine que de gravir l'Everest, par exemple. Je pense hein, que c'est au moins tout aussi difficile, voire plus. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Moi, je travaille, allez, encore une fois, je vais le dire, je travaille dans les vignes, je suis viticulteur, et je m'associe beaucoup plus à l'image euh, ouvrière un petit peu, travail manuel en tout cas, qu'à l'image des exploits que j'admire, hein, bien sûr, mais voilà. C'est- J'aime beaucoup cette communication de la part de Tudor, en fait. Même si j'aimerais beaucoup avoir un jour une Rolex Submariner, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'aime énormément le marketing de Tudor, depuis toujours. Voilà. Alors, maintenant pour rentrer plus dans le concret, on va parler du cadran et de la lunette qui sont pour moi un avantage. Euh, et trois mots-clés que je vous ressortirai à chacun des avantages, c'est sobre, c'est simple et c'est efficace. C'est un peu ce qu'aime bien rappeler Tudor entre le côté sobre et robuste, hein. Pourquoi ces trois mots? Euh, Il n'y a pas il y a pas de date, il n'y a pas de jour sur le cadran, c'est très simple, il y a des index et ça suffit. Il y a une lunette très simple également. Il y a une petite touche très sympa, c'est les aiguilles et les index en or rose
qui donne un côté un peu luxueux quand même, qui fait plaisir. Et en même temps, ça donne un côté un petit peu vintage par ses couleurs un petit peu, qui rappellent un petit peu la patine des montres vintage. Et je trouve que c'est très sympathique. C'est le premier clin d'œil, je trouve, à la longue histoire des plongeuses de chez Tudor, qui remonte à 1954 tout de même, avec la première qui allait à 100 mètres. Voilà. Donc pour ce qui est du cadran, c'est un bel avantage par sa sobriété, par sa simplicité et son côté rose qui rappelle un petit côté luxueux quand même. La lunette qui s'intègre parfaitement autour de ce cadran, qui est précise, qui avec cette triangle rouge donne un petit côté vintage également. Et il y a une perle luminescente dans le triangle rouge qui, elle, j'en avais pas parlé je crois sur la Seiko, mais sur la Seiko elle n'est pas parfaitement au milieu de l'emplacement. Là, voilà, il y a pas de problème avec la perle, hein, elle est vraiment au milieu du triangle, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. D'ailleurs, la lunette était pas parfaitement alignée. La luminescence aussi, exceptionnelle, hein, elle est enfin, exceptionnelle, en tout cas elle est très bonne, hein, que ce soit sur les index à l'intérieur du cadran ou sur la perle à doseur. On va parler du boîtier. Le boîtier, encore une fois, sobre, simple, efficace. On a du brossé sur les cornes, on a du polymiroir sur les côtés. Et il y a un chanfrein sur l'angle du boîtier qui est très réussi, qui est très joli. Il y aura un défaut aussi sur le boîtier. Mais bref. Le fond, sobre, simple, efficace. Voilà, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de fond transparent ou quoi. C'est pas dans l'ADN de chez Tudor ou même de chez Rolex. On est dans la sobriété, dans la simplicité, dans la robustesse et dans l'efficacité. Donc, c'est cohérent. Alors sur le fond quand même, il y a marqué voilà manufacture Tudor, calibre manufacture Tudor, voilà bref. Et ça c'est répété 2 fois. En fait, il y a que ça qui est marqué, et puis il y a les numéros de série, etc. Qui sont sur les cornes. La couronne, immense point positif sur cette montre. Autant dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la couronne qui était difficile à manipuler sur la Hamilton. Sur celle-ci, c'est tout l'inverse. Elle est grosse, il n'y a pas de protège-couronne, ce qui fait que, là encore, ça rappelle le côté vintage des plongeuses Tudor, ce qui n'avait pas de protège-couronne, donc celle avant les années 60. Et comme elle est très grosse, comme sur la Tudor Submariner de 1958, et ben voilà, elle est très facilement manipulable. En plus, elle se dévisse très vite, il y a très peu de tours à faire. Et c'est vraiment très agréable de la remonter ou de la mettre à l'heure, c'est très fluide en fait. Autre avantage, toujours en rapport avec le matériel, c'est le bracelet. Le bracelet qui est d'une très bonne qualité. J'aime beaucoup également le petit clin d'œil que certains n'aiment pas, qui est les petits faux rivets, hein, qui rappellent vraiment le côté. C'est encore un clin d'œil à l'histoire avec les bracelets riftés dans les années 50. Et également, je ne l'ai pas là, mais le natto est d'une qualité vraiment exceptionnelle. Certains disent que c'est le meilleur natto qui existe sur le marché. Je pense que c'est vrai. Je l'ai essayé sur la Seiko justement. Il est vraiment très très confortable et en plus il est fabriqué en France de façon, je dirais, assez artisanale. Je vous invite à regarder la vidéo qu'ils ont sur leur site ou sur YouTube Tudor, où on voit justement la manufacture du bracelet en France, où c'est vraiment avec de très très vieilles machines en bois et en fer. C'est assez intéressant à regarder. Surtout la première qu'ils avaient fait plus que la deuxième. Dernier point positif, hein, mais bon là on a déjà fait toute la montre en point positif, c'est le mouvement. Le mouvement est COSC, donc ce qui veut dire qu'il respecte une précision qui varie pas de plus de 10 secondes, qui est de -4 +6 au maximum. Cette montre le respecte. Étonnamment, je n'ai pas de problème de précision comme avec Seiko. Cette montre tourne en moyenne, tenez-vous bien, à plus 0,2, et encore j'ai arrondi au centième supérieur, c'est-à-dire que normalement c'est 0,17 secondes par jour en moyenne qu'elle prend, c'est-à-dire que depuis 30 jours que je fais la mesure, elle n'a pas varié de plus de 10 secondes. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est à, je crois, 4 ou 5 secondes de plus qu'elle était il y a 30 jours. Et en réalité, là c'est la moyenne. C'est une montre qui, quand je la pose, elle accélère et quand je la porte, elle ralentit. Ce qui fait qu'en fait,
j'arrive parfaitement, en la portant ou en la posant, à lui faire garder l'heure atomique quasiment, quoi, à 5 secondes près. Ça pourrait être mieux si je la portais un peu plus. C'est-à-dire que si je la portais un jour de plus dans la semaine, elle serait quasiment à 0,0 secondes de variation en moyenne. Ce qui est, je trouve, mais tellement extraordinaire. Donc vous comprenez ma frustration par rapport au Seiko quand vous avez également cette montre. Ouais. Bon, c'est pas le même budget, je suis d'accord, mais ça n'empêche que, quel que soit le budget, je considère qu'une marque qui annonce une valeur de précision, elle doit absolument la respecter. C'est l'image de marque qui est en jeu, et tu dors, bah voilà, ils font les choses bien. Également, autre avantage du mouvement, 70 heures de réserve de marche, c'est très sympa. On va passer maintenant aux inconvénients. Alors, l'inconvénient, on va dire dans l'absolu, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'extension au niveau du bracelet pour la plongée. Bon, c'est pas très grave, hein, on n'a pas d'extension pour la plongée, mais bon, est-ce qu'il y en a beaucoup qui plongent? Je sais pas. En plus, comme ils offrent le bracelet NATO, c'est tout aussi bien hein, pour la plongée, je trouve, d'utiliser le bracelet NATO. Mais voilà, en soi, c'est un défaut hein, pour certains. Moi, je m'en fiche, hein, je vais pas plonger avec une combinaison de plongée, mais voilà, il n'y a pas d'extension de plongée sur ce bracelet. Donc sur celle-ci, je dirais que c'est ça le défaut dans l'absolu. Il y a un autre défaut, c'est... Alors, c'est un défaut à l'utilisation, c'est ces immenses parois polymiroirs qui sont les côtés du boîtier. C'est une montre que je ne porte que le week-end et le soir. Et vous voyez, enfin non, vous voyez pas, si vous voyez des petites micro-rayures un petit peu sur les côtés, mais c'est vraiment très 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 léger, hein, il n'y a pas de vraies rayures. Je m'en fiche un petit peu, mais voilà. C'est-à-dire que si vous la portez vraiment tous les jours, je pense que les côtés risquent d'être pas mal marqués. D'ailleurs, vous pouvez le voir avec celle de Joao sur la chaîne de Montrez-moi. La sienne, je crois, est, après 6 mois, pas mal marquée quand même. Voilà, j'en ai fini avec tous les points négatifs. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est le polymiroir sur les côtés qui est sympathique, qui est joli, mais qui prend les rayures. Et c'est le fait qu'il n'y ait pas d'extension de bracelet pour la plongée. Bon, c'est faible hein, quand même, on va pas se le cacher. Hein, il n'y a pas beaucoup de défauts hein, sur cette montre. Ce qui fait qu'en conclusion, je dirais simple, sobre, efficace, robuste. Voilà, et parfaite aussi. Voilà, ça c'est la conclusion de la conclusion. Pour moi, cette montre est parfaite parce que je ne lui vois pas réellement de défaut en fait. Voilà. Elle a que des qualités, c'est-à-dire que son boîtier est globalement une très grosse qualité, son mouvement est de très bonne qualité, son cadran est très sympa, il en fait pas trop, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de date, c'est sobre. Pour certains, c'est peut-être un défaut qu'il n'y ait pas de date. Effectivement, des fois, quand on vous demande la date, il m'arrive de regarder mon poignet et de me dire mince, je n'ai pas la date. Et j'ai pris cette habitude parce que toutes mes autres montres ont la date. Mais bon, voilà, c'est pas un défaut. Il n'y a pas de défaut sur cette montre. Elle fait tout très bien. Et je me rappelle, je fais une référence à la chaîne de Watch Arch Genève, les deux frères, hein, qui font de superbes vidéos d'ailleurs, et qui disaient, je crois qu'en parlant de la 58 noire, qui disait qu'elle était trop parfaite, et donc elle manquait même un petit peu d'audace et de grain de folie. C'est vrai que elle ne fait rien en trop, et elle ne nous surprend pas. Elle fait tout ce qu'elle fait, le fait parfaitement bien, mais il n'y a pas ce côté un petit peu fou. Par exemple, la King Turtle avec son cadran un petit peu texturé, voilà, c'est le petit truc un petit peu fou avec les raimentas, etc. C'est un petit peu fou. Sur la Alpiniste, c'est cette boussole qui est un petit peu folle. Sur la Hamilton, c'est ce côté avoir la date et le jour en toutes lettres en anglais, c'est assez voilà. En plus, la Hamilton, elle est dans le film Interstellar, c'est le petit truc un petit peu original. Et la Yema Superman, elle a cette espèce de bloc lunette, qui est un petit truc un petit peu fou qu'on voit nulle part ailleurs. Celle-là, elle a rien de fou. Mais tout ce qu'elle fait, elle le fait parfaitement. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire avec cette vidéo. C'est une montre qui, oui,
elle est très chère. Il y a des montres encore plus chères, mais pour afficher l'heure, vous avez des moyens beaucoup moins chers de nos jours, à savoir prendre votre iPhone et voilà. Mais par rapport à la qualité du mouvement, à la qualité de tout, au fait qu'elle n'ait pas de défaut, franchement, ben oui, vous avez payé 3500 balles, mais d'un autre côté, vous les regrettez pas parce que il n'y a rien à regretter, elle est parfaite, elle est parfaite. Voilà. Ben écoutez, je vais pas faire plus long parce que je ne saurais pas quoi dire de plus pour vous expliquer à quel point j'aime cette montre, à quel point c'est ma montre préférée, à quel point j'adore cette montre parce qu'au-delà de sa valeur, il n'y a rien qui me déçoit sur cette montre. Et, euh, et voilà quoi, j'aime énormément cette montre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de mettre un j'aime ou un j'aime pas, suivant si cette vidéo vous a plu ou ne vous a pas plu. Allez, ciao tout le monde.